Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab Barcelone. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un aspect c'est vrai, qui est souvent sous-estimé mais fondamental du parcours de PMA, la gestion du stress et de la charge émotionnelle. La PMA est un schéma médical, mais c'est aussi une véritable preuve émotionnelle. Anxiété, attente, fatigue, espoir, déception, autant d'émotions qui peuvent peser du lourd au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec deux intervenantes complémentaires. D'abord, Stéphanie Tout-le-Monde, qui est coach spécialisée dans l'accompagnement de patientes PMA. Bonjour Bonsoir. Stéphanie, qui nous partagera des clés concrètes pour mieux vivre ce parcours sur le plan émotionnel. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter le docteur Frédéric Amofra, directrice médicale de Fertila Barcelona. Donc, je vous explique un peu la dynamique de ce webinaire. Donc, tout d'abord, Stéphanie elle va faire une présentation. Après, elle posera quelques questions au docteur Frédéric Amofra. Et après, si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas à les poser sur la section appelée questions. Si vous souhaitez interagir entre vous, vous avez une section qui s'appelle chat. C'est que pour interagir entre vous, n'hésitez pas de vous parler. Et voilà, si vous souhaitez me poser des questions, je vais les lire à haute voix, mais en toute confidentialité. C'est-à-dire qu'on ne dira pas des noms et des prénoms. Donc voilà, je laisse la parole à Stéphanie. Et donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous reviennent à l'esprit. Merci beaucoup. Merci Esther. Alors, ok, je mets en grand la présentation. Donc bonsoir à tout le monde. Avant de commencer cette présentation sur le stress et la charge émotionnelle en PMA, je vais d'abord me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Stéphanie Tout-le-Monde. Je suis moi-même maman par PMA de deux grandes filles qui ont 13 et 15 ans. Donc, ma dernière fille remonte à quelques années maintenant. Mais je suis passée par là et j'ai vécu ces montagnes russes de la PMA. Et je me suis réorientée il y a une petite dizaine d'années pour devenir coach en fertilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je propose un accompagnement émotionnel aux couples et aux femmes en parcours PMA pour les aider à mieux vivre ces montagnes russes émotionnelles et à mieux traverser de manière plus sereine et plus positive cette étape délicate. Et je suis aussi cofondatrice de l'association CHIO, qui est une association de patients à Barcelone et donc qui accompagne tout particulièrement les personnes qui doivent passer par une PMA à Barcelone, typiquement les personnes qui passent chez Fertilab. Ok. Aujourd'hui, je voudrais juste aborder 3 points. Le premier, et je pense que c'est assez important, on va aller assez vite, mais je pense que c'est important déjà de comprendre ce qu'on traverse quand on est en PMA, faire un petit peu un état des lieux de quelle est cette charge émotionnelle dont on parle et comprendre un peu ce qu'on traverse. Ensuite, la deuxième partie, qui est plus importante, évidemment, ça va être identifier des petites choses que vous pouvez mettre en place au quotidien, justement pour mieux vivre et mieux traverser tout ça. Et la dernière chose, ça sera comment vous faire accompagner justement pour vivre tout ça de manière un peu plus sereine. Donc, si on commence par comprendre ce que vous traversez, je vous invite, si jamais vous le voulez, à écrire un petit peu dans le chat, justement, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour vous dans ce parcours. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat. Je les regarderai un petit peu après. Mais en fait, déjà, je vous partage des choses un petit peu que j'entends au quotidien dans les séances d'accompagnement que je fais. Et j'ai mis des verbatims parce qu'au final, je me rends compte que c'est des choses qui reviennent extrêmement souvent et que très souvent, il y a les mêmes mots qui sont utilisés. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles se sentent submergées par les émotions négatives, qui ne peuvent pas s'empêcher de culpabiliser, qui se sentent seules et incomprises. Et effectivement, là, je vois dans les commentaires le manque de soutien, les échecs et l'attente. Et je crois que l'incertitude, effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Il y a plein de femmes qui me disent, si on me garantit que j'y arrive dans 2 ans, je signe, j'accepte. Parce qu'au final, ce qui est très difficile, c'est de ne pas savoir, d'attendre en permanence, de mal vivre les grossesses des copines, à cause de ces échecs, de ne plus réussir à se projeter de manière positive dans un projet de maternité. Il y a aussi, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, donc je vais les lire au fur et à mesure, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent la PMA prend toute la place,
je fais rien d'autre. Je mange PMA, je dors PMA, et en fait, ça prend toute la place dans ma vie et tout le reste disparaît. Il y a beaucoup de stress aussi. Là, on voit effectivement les échecs, donc toujours la même chose, et le manque de bienveillance. C'est vrai que parfois, en fait, on a du mal à se faire accompagner par des personnes bienveillantes, et puis le manque de soutien autour de nous est assez difficile. J'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles se sentent seules et incomprises, qui se demandent du coup parfois si ça vaut le coup. Cette sensation aussi que tout le monde y arrive sauf nous, qu'on est un peu, j'ai souvent cette image qui revient de personnes qui me disent: «J'ai l'impression que toutes mes copines sont montées dans le train et moi je suis restée sur le quai». Tout ça, c'est des images qui reviennent assez régulièrement. Et ça se confirme un petit peu dans les commentaires qu'on reçoit là. Ce qui est important, en fait, de savoir, c'est que c'est normal. Toutes ces émotions-là, elles sont normales. C'est lié au parcours PMA. Il y a quelqu'un là qui vient de dire effectivement l'impression que ma vie s'est arrêtée depuis le début du parcours parce qu'on ne fait plus que ça. Et c'est des choses qui reviennent souvent. Donc, ces montagnes russes émotionnelles, l'incertitude, beaucoup de tabous autour du sujet et du coup une difficulté à bien se faire soutenir par son entourage ou par des professionnels, du stress, de la culpabilité et un impact sur toutes les facettes de la vie. Et alors, toutes ces choses-là sont multipliées quand on doit passer par un don de gamètes ou quand on doit partir à l'étranger pour faire sa PMA. Il y a un stress additionnel, il y a une charge additionnelle. Donc merci en tout cas pour vos partages parce que je pense que c'est important de voir les mots des autres pour se rendre compte qu'on n'est pas seul dans tout ça. Et c'est la première étape, non, comprendre ce qu'on vit et comprendre qu'on n'est pas seul là-dedans, que toutes ces émotions qu'on ressent, elles sont naturelles. Je vous mets aussi une diapositive sur la courbe de deuil. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit le don et faire le deuil de son patrimoine génétique. Ça, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai tendance à dire que quand on doit passer par la PMA en général, qu'on doit passer par un don ou pas, il y a un deuil à faire. Il y a le deuil de la magie, de la conception, du bébé sous la couette, du romantisme, etc. Quand on se lance en solo, il y a le deuil de la famille traditionnelle. Quand on se lance dans un don, que ce soit un don d'ovocytes ou un don de sperme ou même un double don, eh ben, il y a le deuil de son patrimoine génétique, le deuil de cet enfant, un peu ce mini-moi. Donc, en fait, il y a plein de petits deuils à faire, le deuil de l'annonce joyeuse à la famille, de la surprise, etc. Et comme dans tout deuil, eh ben, en fait, il y a toute une série d'émotions par lesquelles on passe, qui apparaissent là sur l'écran. C'est pas aussi linéaire que c'est décrit sur ce graphique-là. On peut parfois revenir un peu en arrière, parfois passer des étapes, mais la colère, la négation, la peur, la tristesse, c'est des émotions par lesquelles on passe et presque par lesquelles on doit passer pour par la suite pouvoir se reconstruire, accepter, peut-être pardonner à l'univers ou à je ne sais quoi, et en tout cas se réorganiser et retrouver un peu de sérénité. Et donc en fait, toutes ces émotions-là, encore une fois, on n'est pas seul, c'est des émotions qui sont naturelles, qui sont humaines. C'est un processus qui est très stressant et qui encore une fois, est plein d'incertitudes sur un projet vital, en fait, qui engage notre vie. Donc c'est normal d'avoir ces émotions-là. Donc merci pour vos partages. Et à partir de là, surtout, ce qui est important, c'est OK, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour que ce processus soit plus léger, plus serein, plus positif? On n'est pas toujours au fond du trou, hein, évidemment. Ça va, ça vient, il y a beaucoup de montagnes russes, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien pour se sentir un peu plus serein ou un peu plus sereine. Et donc là, c'est l'idée un peu de ce webinaire. Je vais essayer de vous donner 5 pistes ou 5 conseils pratiques pour alléger, entre guillemets, cette charge émotionnelle. Donc en fait, les émotions, elles restent, mais on va essayer de mieux les vivre. La première chose, justement, c'est identifier et accepter vos émotions. Parce que très souvent, en fait, on se coupe un petit peu de parce que c'est trop douloureux, ou parce qu'on pense que nous, ça va, on continue à avancer, etc. Et parfois, en fait, on a du mal à accepter ces émotions-là et même à mettre des mots dessus, à les identifier. On se dit, voilà, ça va pas, mais je sais pas exactement ce que c'est. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met un couvercle sur nos émotions et on avance, non, la tête baissée, on met un peu des œillères.
Et en fait, sous le couvercle, les émotions, en fait, elles sont encore là. C'est pas parce qu'on met un couvercle dessus qu'elles vont disparaître. Donc, en fait, la première étape pour mieux vivre tout ça, c'est déjà d'accepter que ce qu'on vit est difficile, qu'on est triste, qu'on est en colère, que parfois on est même jaloux ou jalouse de ceux qui y arrivent et pas nous. Et c'est un peu la première étape. Et pour ça, j'ai 2 petits exercices à vous proposer. Le premier, c'est l'exercice du thermomètre émotionnel. C'est un petit peu se connecter à soi et à ses émotions, à son état émotionnel chaque jour. Donc, 1 fois ou 2 fois par jour, le matin et le soir. Et l'idée, c'est de pas se déconnecter de ce qu'on ressent, non, et de juste une ou 2 fois par jour faire un petit scan de OK, comment est-ce que je suis aujourd'hui? Comment je me sens? Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 2 minutes avec les yeux fermés, respirer profondément, non, prendre 1 ou 2 minutes de respiration profonde pour vous détendre, pour connecter avec ce moment présent, et simplement de trouver 2 mots pour définir comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite. Et ça peut être des sensations physiques, ça peut être des émotions, hein. Ça peut être je suis stressée et épuisée, non, ou ça peut être je suis en colère et à la fois avec un petit peu d'espoir. Voilà. L'idée, c'est vraiment de trouver 2 mots pour prendre sa température émotionnelle du moment, et juste pour dire OK, aujourd'hui, en fait, je suis triste, ou aujourd'hui, je suis en colère, ou aujourd'hui, au contraire, je me sens plutôt bien et positive. Et si vous voulez aller plus loin que ça, en fait, et si jamais surtout vous aimez écrire, moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, qui est le fait d'écrire un petit peu chaque jour. Alors, pas en mode journal intime, vraiment juste en mode connexion avec moi-même. Prendre 5 minutes, allez, peut-être 10 minutes, mais vous pouvez même mettre un minuteur sur votre téléphone. Commencez par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vous fermez les yeux, vous écrivez, vous trouvez 2 mots pour dire comment vous vous sentez, et à partir de là, laissez venir tout ce qui vous vient à l'esprit, vous l'extériorisez, non, vous le vomissez sur le papier. Ça permet de connecter encore une fois avec ce qu'on ressent, de prendre un peu de distance aussi par rapport à toutes ces pensées, ces ruminations qu'on a au quotidien dans notre tête. Non, on a toujours un espèce de tourbillon, un petit train de pensée qui n'arrête pas, comme le hamster dans sa roue. Et ça permet aussi de prendre un peu de distance par rapport à ça. Donc ça, c'est 2 petits exercices qui sont assez simples, mais qui peuvent vraiment changer au quotidien la manière dont on vit ces émotions-là. Le deuxième conseil, c'est cultiver votre auto-estime. Pourquoi? Parce que je vois énormément de femmes qui ressentent énormément de culpabilité dans ces protocoles-là, même si c'est pas de notre faute, et même si il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire. En fait, il y a toujours beaucoup de culpabilité, et il y a beaucoup de perte d'auto-estime parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'au travail, on n'est pas forcément aussi concentré, attentif, ou pas forcément dedans. Ça impacte nos relations, du coup, on a l'impression d'être un peu moins bien. Et en fait, j'entends plein de femmes qui me disent je me reconnais pas, je suis plus moi-même, je suis nulle. J'ai des femmes qui me disent mon corps est incapable de porter la vie. Enfin, il y a des phrases en fait qui sont très très violentes. Et c'est ce que je dis toujours, on se dit toujours à nous-mêmes des choses qu'on ne dirait pas à notre pire ennemi, en fait. Et donc toutes ces phrases-là, ça vient miner notre auto-estime petit à petit, et on a besoin en fait de se soutenir un peu soi-même aussi. Et donc, l'exercice que moi je vous propose, c'est de modifier votre dialogue intérieur. C'est-à-dire que identifier un peu toutes ces phrases qui tournent dans votre tête et puis les écrire. Donc, c'est pour ça que l'exercice d'avant, d'écrire 5 minutes par jour, est super intéressant, parce que ça permet aussi d'identifier ces ruminations et ces phrases qu'on se dit à nous-mêmes et qui sont extrêmement violentes. Et puis, à partir de là, se dire quelle pensée alternative est-ce que je pourrais avoir qui soit un peu plus bienveillante envers moi-même, non? Que me dirait ma meilleure amie? Ou qu'est-ce que moi je dirais à ma meilleure amie dans cette situation-là? Non, si ma meilleure amie me disait je suis peut-être pas faite pour être maman, qu'est-ce que moi je lui répondrais? Et ça a beaucoup de poids. Et donc en fait, l'idée, c'est de reformuler chacune de ces croyances limitantes, ou chacune de ces phrases de notre dialogue intérieur qui sont extrêmement violentes, les reformuler en quelque chose de plus bienveillant. Je ne sais pas si plus positif, mais en tout cas plus bienveillant. Donc, plutôt que de je ne vais jamais être maman, me dire je ne suis pas encore maman, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Ou je ne mérite pas d'avoir un enfant, je l'ai entendu, ça paraît très violent comme ça, mais je l'ai entendu, et de plusieurs personnes, le reformuler en si, en fait, j'ai énormément d'amour à donner à un enfant, et je le prouve au quotidien dans tout ce que je fais, dans toute ma lutte, non, pour avoir cet enfant-là.
Le troisième aspect, c'est de savoir bien s'entourer. Et vous êtes plusieurs à avoir parlé dans le chat du manque de soutien de l'entourage ou de professionnels. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver le bon soutien. Les gens ont souvent des phrases maladroites, même carrément toxiques de temps en temps. Et donc, l'idée, c'est trouver les bonnes personnes ressources pour ce protocole-là. Et c'est pas forcément ni notre maman, ni notre meilleure amie, ni notre sœur, ni notre cousine. C'est pas forcément quelqu'un de proche. Parfois, c'est quelqu'un de moins proche, mais qui nous comprend mieux pour X raisons, parce qu'elle a vécu la même chose, parce qu'elle connaît quelqu'un qui a vécu la même chose, ou parce qu'elle a une sorte d'empathie différente. Non, et finalement, savoir bien s'entourer de personnes qui peuvent nous offrir ce dont on a besoin à ce moment-là, eh ben, c'est super important. Et ça veut dire aussi être capable d'exprimer ce dont on a besoin. Et ça, c'est pas facile, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en séance de coaching. Ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce point-là, je pourrais en parler pendant des heures, de sachez bien vous entourer. J'ai plein d'exercices, mais ce que je voulais vous mettre un petit peu en avant ici, c'est les groupes de parole. Les groupes de parole, c'est extrêmement, ça a une valeur incroyable. Et là, je vous ai mis un peu des verbatim. Moi j'organise un groupe de parole toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, on se voit en ligne en français avec plein de femmes, une dizaine de femmes qui sont en parcours PMA et qui trouvent énormément de soutien, énormément de soulagement à partager ce qu'elles ressentent, à entendre les autres partager ce qu'elles ressentent. Elles ont aussi beaucoup de partage de thérapeutes, de cliniques, de conseils pratiques, etc. etc. Et c'est énormément enrichissant et c'est un soutien extrêmement précieux pour ces femmes-là. Et donc, je vous invite, si jamais ça vous tente, je vous invite à venir, vous êtes mon invité, à participer une fois à un groupe de parole parce que vraiment, parfois, il y a des gens pour qui on n'est pas très à l'aise en groupe, mais ça peut être vraiment un soutien extrêmement précieux. Et effectivement, une personne qui dit qu'elle est tombée sur une gynécologue spécialisée odieuse, mais qu'elle a une doula et des amis. Et donc, effectivement, il faut faire le tri sur qui est-ce qui me soutient, qui est ma personne ressource dans ces moments-là. Quatrième chose, provoquer des sensations positives parce que la PMA prend toute la place, les traitements, les piqûres, l'attente, les déceptions, etc. Ça prend énormément de place et on oublie de se faire plaisir et on oublie de reconnecter avec le plaisir. Et ça, c'est extrêmement important, justement pour nourrir son auto-estime et justement pour ne pas vivre que PMA tout le temps. Et donc là-dessus, j'ai 2 petits exercices à vous proposer. Le premier, c'est prendre 5 minutes à peine chaque soir pour juste penser, peut-être vous pouvez l'écrire, mais c'est même pas nécessaire, penser à 3 choses chouettes qui vous sont arrivées pendant la journée. Mine de rien, ça force un peu notre cerveau. Notre cerveau, il est un peu entraîné à voir le négatif et à voir le danger pour pouvoir nous sauver au cas où il y a un besoin. Et naturellement, il ne va pas forcément se concentrer sur du positif. Donc, c'est une manière de l'entraîner à penser. C'est pas forcément de la psychologie positive, c'est juste réussir à valoriser en fait et à faire un peu un équilibre dans notre vie et valoriser ce qu'il peut y avoir de positif et puis juste prendre du plaisir en fait en se disant j'ai mangé un cookie à midi et c'était top. Et ça peut être des choses très simples comme ça. Et la deuxième chose, c'est introduisez du plaisir dans votre routine. Et donc, faites une liste de 25 choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Encore une fois, ça peut être un cookie après le repas ou ça peut être un dîner en amoureux ou avec des copines. Et planifiez-les dans votre quotidien. Et ça, réinjecter un peu de plaisir, ça fait un bien fou et on n'y pense pas forcément. Et dernière petite chose, focus sur le stress. Le stress est extrêmement présent. Le diamètre binaire, c'est le stress et la charge émotionnelle. Et là, essayez de trouver ce qui vous aide, vous, à vous détendre. C'est important de trouver un petit truc, une petite routine qui vous aide à vous détendre. Il y en a, c'est la méditation. D'autres, ça va être du yoga. D'autres, ça va être marcher une demi-heure par jour. Moi, personnellement, c'est la cohérence cardiaque. Moi, personnellement, j'ai énormément de mal à méditer. M'asseoir pendant 10 minutes et penser à rien, c'est trop compliqué pour moi. Je n'y arrive pas. Il y a des gens pour qui ça marche beaucoup. La cohérence cardiaque, j'ai une application, c'est visuel, c'est 3 minutes et ça m'aide énormément à baisser un peu la charge émotionnelle et puis le rythme cardiaque. Donc, trouvez ce qui vous plaît et puis, encore une fois, faites-en une routine. Une fois par jour, 3 minutes, 5 minutes, ça fait du bien.
Ensuite, posez toutes vos questions au médecin et essayez pas trop d'aller voir Docteur Google, mais le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, quand on sort d'une consultation avec un doute ou une question sur laquelle on n'a pas de réponse, et ben ça génère du stress. Donc en fait, posez toutes vos questions, sachez ce qui va arriver, à quel moment, quels sont les risques, quelles sont les possibilités, etc., etc. Ça vous enlève une couche de stress et de rumination encore de « et si je fais ci, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Distinguer ce qui dépend de vous et de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stress, la principale source de stress, c'est quand on essaie de contrôler quelque chose qui est hors de contrôle pour nous. Donc déjà, faire la part des choses entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas, et sur ce qu'on ne peut pas contrôler, essayer de lâcher prise, même si je sais que ce terme est très agaçant. Mais ce qu'on ne contrôle pas, en fait, il faut essayer de prendre un peu de distance. Et ça, on travaille beaucoup dessus en séance de coaching. Voilà, j'ai été très vite, mais parce que on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais bien laisser du temps aux questions aussi, mais juste pour aller plus loin, si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous parle, vous pouvez télécharger gratuitement ce petit guide qui fait, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine de pages, avec des exercices concrets. C'est un PDF, en gros, que vous pouvez éditer, sur lequel vous pouvez écrire, avec des exercices concrets de coaching pour aller un petit peu plus loin. En quoi est-ce que vous faire accompagner peut vous aider? Alors, que ce soit un coaching, que ce soit un thérapeute, que ce soit une doula, que ce soit une amie, en tout cas, avoir un vrai soutien émotionnel personnalisé, ça va vous permettre de mieux vivre ses émotions, ça va vous permettre de continuer à vivre tout simplement et de ne pas tout centrer sur la PMA. Ça va vous aider à communiquer avec votre entourage, peut-être à dépasser certaines croyances limitantes et certaines peurs, retrouver de la confiance, dépasser ce deuil de la génétique qui est très difficile si jamais vous devez passer par un don de gamètes, vivre un peu plus sereinement ces traitements à distance et vivre une grossesse plus sereine après la PMA, parce que c'est vrai que les premières semaines ne sont pas forcément très sereines. Donc, en gros, globalement, c'est vous sentir épaulé pour mieux vivre le marathon de la PMA. Comment ça marche dans mon cas? C'est des séances individuelles ou en couple qui durent 1 heure, en visioconférence ou en présentiel à Barcelone, parce que j'habite à Barcelone. Et le petit cadeau de Fertilab et de ma part, c'est que pour les personnes qui sont patientes de Fertilab, on offre une première séance gratuite. Comme ça, on fait un petit état des lieux, pas un diagnostic, mais un état des lieux, et on voit ce qu'on peut déjà mettre en place ou pas, et ça vous permet de voir si ça vous plaît, si ça vous aide, et de pouvoir éventuellement continuer par la suite. Et ensuite, juste, je suis en train de travailler dessus. C'est pas encore complètement terminé. Ça va être plutôt à partir de septembre-octobre. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je suis en train de développer un programme, en fait, avec... attends, je vais tout mettre d'un coup. Voilà. Avec à la fois des exercices en ligne pour avancer en autonomie et pour travailler sur certaines choses, et approfondir ça et consolider ça en séance avec moi. Donc, il y a tout un programme en ligne avec plein d'outils, des vidéos, des exercices, etc. 4 séances de coaching individuelles en ligne. Il y a les fameux groupes de parole dont je vous ai parlé qui sont aussi inclus dans ce programme-là. Et puis des petits bonus sur la PMA en Espagne, sur le don d'ovocytes, etc. L'objectif du programme, c'est de vous donner vraiment des outils hyper complets pour mieux vivre tout ça et pour avancer à la fois à votre rythme, mais avec un soutien et un approfondissement des outils en séance. Donc, si vous voulez votre séance gratuite, si vous voulez assister à un groupe de parole comme invité, avec grand plaisir, si vous voulez en savoir plus sur le programme ou juste si vous voulez échanger, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, un WhatsApp ou vous m'envoyez un DM sur Instagram et on en discute, on prend un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour en discuter. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Ça a été vite. J'ai essayé de vous donner des petites pistes concrètes, mais encore une fois, je serais vraiment ravie d'en discuter avec chacun et chacune d'entre vous si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Donc, surtout, on va passer aux questions et essayer de répondre un maximum à toutes les questions que vous avez. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, si tu veux poser quelques questions au docteur Mofa au niveau que normalement tes clientes te posent, n'hésite pas.
Bah, alors en fait, moi j'ai une question principalement et elle a été posée, là, 2 fois sur le chat, donc je vais la poser à la place des participantes. Mais c'est une question que je retrouve énormément, c'est: «Est-ce que le stress peut influencer l'ovulation, la qualité des ovocytes, l'implantation, le protocole en général. Est-ce que le stress peut donc là, il y a quelqu'un qui dit: «Est-ce que le stress peut influencer l'implantation?» et quelqu'un d'autre qui dit: «Est-ce que ça peut influencer le nombre d'ovocytes?» et cetera. Et ça, c'est une question que je reçois énormément parce que les femmes, très souvent, elles culpabilisent beaucoup, hem, bah, de se dire: «Tiens, est-ce que je pourrais faire plus, en fait? Ou est-ce que je dois absolument être dans cette mentalité positive?» et du coup, se mettre une pression supplémentaire pour que ça marche. Oui. Bon, pardon, il y a des cloches ici. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, c'est une question, voilà, qu'on retrouve aussi dans les consultations avec les médecins. Tout d'abord, il n'y a pas d'études scientifiques qui puissent mettre en relation directe le niveau de stress avec le résultat tout court d'une PMA. Hein. Donc, il ne faut pas penser que parce que pendant la préparation, j'étais stressée, c'est normal d'être stressée, alors ça n'a pas marché, ou bien il y a eu des embryons qui étaient de mauvaise qualité parce que j'étais trop stressée, etc. Non, il n'y a pas un lien direct. Mais c'est vrai que à traverser les parcours des PMA d'une manière plus posée, d'une manière sans culpabiliser, d'une manière plus relaxée, ça aide tout d'abord à faire les choses qu'on demande. Nous, les médecins, on demande beaucoup des choses. Parfois, on a aussi des patientes qui sont tellement stressées que pour bien faire, ils font des erreurs. Hein, parce que si on a un espèce de stress, de délire de contrôle, parfois ça joue contre nous-mêmes. Et donc, on oublie parfois des médicaments, on oublie, voilà, on peut faire pour, parce que le stress est tellement fort, on peut traverser donc le traitement PMA qui est très lourd d'une manière parfois avec des erreurs. Mais euh, d'une manière directe, et il n'y a pas voilà, un impact, par exemple, sur la qualité ovocytaire. C'est vrai que le système nerveux est connecté au système endocrinien. Ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans des cas extrêmes de certains patientes qui peuvent être dans des situations, voilà, mais quand je parle d'extrême, je parle par exemple les stress qui peuvent impacter, par exemple, sur le poids. Hein, et donc sur le système endocrinien, une grosse perte de poids liée au stress peut impacter aussi sur l'ovulation, par exemple. Hein. Mais si on parle surtout du parcours des PMA, je pense qu'il faut se déculpabiliser, mais travailler donc le passage, par exemple, avec l'aide voilà, de quelqu'un qui soit bienveillant pour traverser cette période compliquée. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, c'est assez, important de se dire que, en PMA, il y a beaucoup de choses qui sont faites, en laboratoire et en fait, si on arrive à avoir un embryon de bonne qualité et cetera, c'est pas le stress pendant la période d'attente, par exemple, qui va faire qu'un embryon va se nider ou pas. Oui, là, je vois une patiente justement qui dit chez moi, les stress intenses bloquent l'arrivée de mes règles. Si c'est vraiment en stress tellement fort qui provoque une montée énorme de prolactine, mais ça veut dire que c'est un stress comparable, je ne sais pas, à une situation de guerre. C'est vraiment un stress tellement profond qui peut augmenter la prolactine tellement élevé qu'il peut bloquer. Donc ça, je l'ai vu pas souvent, heureusement, chez les patientes. Ouais. Mais si on parle de cet impact, oui. Ou bien quelqu'un dit justement, le stress joue sur nos actions au quotidien, mais aussi la fatigue, hein, donc l'oubli du traitement, quand on est aussi au travail, on doit maintenir tout, non? On cherche de couvrir un peu tout, de continuer à avoir une vie normale, ce qui est très important, comme Stéphanie l'a dit. Mmh. En même temps, ça
doit pas devenir une obligation. Alors aujourd'hui, je dois sortir avec mes copines, demain, je dois… Non, c'est quand même un parcours prenant. Ouais, moi je pense que c'est important de s'écouter et voilà, et c'est intéressant effectivement ce que la personne disait sur le stress joue sur nos actions au quotidien. Oui, c'est là que ça peut éventuellement influencer quelque chose parce que, par exemple, quand on est stressé, on dort moins bien effectivement, on mange moins bien, peut-être on arrête de faire du sport. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font ça peut jouer sur notre physique, mais par les actions que ça induit, pas forcément le stress, en lui-même. D'ailleurs, il y a une personne qui a dit: «J'ai pris 15 kilos à cause de la fibre». Oui, parce qu'il y a un côté, émotionnel, non, dans la nourriture parfois. OK, bon, bah, du coup, c'est assez clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Esther? Oui, alors, je ne sais pas si vous avez lu toutes celles qu'on a écrites ici, mais il y a une patiente qui a dit: «La prolactine augmente à cause du protocole FIV. J'ai mon taux qui a beaucoup augmenté depuis mon dernier protocole». Donc, il faut voir s'il y a d'autres problèmes endocriniens. Parfois, une montée de prolactine peut être aussi liée au fonctionnement de la thyroïde. Évidemment, on n'est pas, donc nos organes ne sont pas complètement séparés, surtout quand on parle des fonctions hormonales. Et donc, une montée de prolactine, il faudrait voir si c'est indirectement lié, par exemple, à un petit déséquilibre de la thyroïde qui peut être sous stress pendant les traitements parce que les estrogènes montent. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut vérifier. C'est pas que toutes les patientes qui sont à FIV vont avoir une augmentée de prolactine. Hein. Donc, il faut voir à quel degré. Et aussi, il faut toujours savoir que la prolactine, on peut trouver des taux élevés juste parce qu'on stresse au moment du prélèvement sanguin. Hein. Donc, c'est clairement iatrogène, c'est-à-dire qu'on devrait faire des tests étalés une fois qu'on a mis en place un cathéter. Hein. Donc, quand on voit, avant de penser que c'est vraiment un dysfonctionnement hormonal, il faut être sûr que ce n'est pas lié au stress du prélèvement sanguin. Merci. Alors, j'ai des nouvelles questions qui nous ont posées. Comment gérer les commentaires maladroits ou parfois carrément toxiques de l'entourage, du style quand est-ce que vous y mettez? Arrêtez de stresser ou peut-être que la nature est bien faite et que tu ne devrais pas t'acharner. Waouh! Ouais. Ouais, ouais, non, et c'est vrai que ça, c'est des commentaires que j'ai entendus, beaucoup. Heu, Comment faire? Heu, Déjà, essayer, je dis bien essayer, de prendre un peu de distance par rapport à ces commentaires-là, en vous disant que c'est des protocoles qui sont pas faciles à comprendre pour les gens, qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça et qu'il y a très peu d'informations, très peu d'éducation autour des protocoles, PMA, et la fertilité en général, hein. Et que souvent les gens sont pleins de bonnes intentions, mais très maladroits. Donc déjà prendre un tout petit peu de distance en vous disant que, bah, quelqu'un qui dit, peut-être que la nature est bien faite et il faut pas s'acharner, c'est ça? Heu, bon, bah, c'est quelqu'un qui a zéro empathie et qui voilà, essaie de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et puis peut-être aussi tout simplement préparer une réponse toute faite parce que ces questions-là, elles vont arriver. De la question, très innocente de: «Quand est-ce que vous y mettez?» «Ouais, est-ce que tu veux un deuxième?» ou «Tiens, c'est bizarre», donc préparer une réponse toute faite, en fait. Se préparer à recevoir ce type de commentaires et préparer une réponse toute faite. Et puis peut-être aussi, mais alors après ça dépend un peu de l'entourage des gens et cetera, mais parfois ça peut valoir le coup aussi d'expliquer, aux gens en disant, alors après ça, on a envie ou pas de rentrer dans les détails et d'expliquer notre vie, ça dépend encore une fois de qui ça vient, et cetera. Mais expliquer par quoi on passe, ce qu'on ressent, ce que c'est qu'un protocole PMA, et en quoi ces commentaires-là peuvent être, très, très difficiles. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit: «Le pire, c'est presque quand ça vient de personnes qui ont des enfants et qui les dénigrent». C'est vrai que ça aussi, quand on rêve d'avoir un enfant et entendre quelqu'un qui dise, «J'ai envie de jeter mon enfant par la fenêtre parce qu'il est, pénible le soir entre 7 heures et 8 heures», c'est extrêmement difficile. Donc, et quand je vous parlais de réponse toute faite, ça peut être, différents degrés de réponse, hein. Ça peut être, tu sais pas ce que vivent les gens, donc n'opine pas, enfin ne donne pas ton opinion, j'ai pas envie d'en parler, bah, voilà, on est en train de vivre ça, c'est compliqué,
Sache-le et puis je te demanderai si jamais j'ai envie d'en parler. Voilà, donc se préparer, peut-être expliquer un petit peu et puis faire un peu le dos rond parfois parce que certaines personnes, ça peut être un sujet générationnel aussi, hein, mais parfois ça part pas d'une mauvaise intention. Merci Stéphanie. Alors j'ai une question pour le docteur Moffa. Deux questions de la même personne. Quel est l'IMC Attendez. Quel est l'IMC maximum pour une fille? Est-ce qu'il faut faire un régime si on est en surpoids ou est-ce que ça va agir sur l'implantation? Donc, c'est démontré que le surpoids ou l'obésité, donc on parle de surpoids avec un BMI entre 25 et 30. À partir de 30, on parle déjà d'obésité. Donc, le surpoids, mais surtout l'obésité, ont un impact négatif sur les résultats de la PMA en général. Pour ce qui concerne la stimulation ovarienne et la ponction aussi, c'est plus dangereux de faire une ponction ovarienne si on a une obésité parce que c'est plus dangereux aussi la sédation pour le prélèvement. C'est plus compliqué pour nous les médecins accéder aux ovaires. Donc, il y a toutes des variables qui vont augmenter les risques liés à la FIV. Et si on parle directement d'implantation embryonnaire, par exemple, aussi c'est des patientes qui ne doivent pas passer par la ponction ovarienne, mais qui sont candidates à un transfert d'embryon, il y a moins de probabilité d'implantation vraiment sur des poids extrêmes et des obésités, parce qu'il ne faut pas oublier que donc, le tissu graisseux, il produit aussi des hormones. Donc, il y a parfois associé au surpoids et à l'obésité, il y a des altérations endocriniennes et du métabolisme. Et aussi, pendant la grossesse, il y a plus de risques de complications, de diabète, d'hypertension et des complications du placenta. Donc, c'est clair que nous, les médecins, on ne peut pas dire il n'y a aucun impact ou on ne peut pas minimiser. Donc, c'est pour ça qu'on a posé des limites auxquelles on essaye d'arriver avec les patientes. On a aussi un accompagnement. On a une unité maintenant qui est spécialisée sur les problèmes endocriniens et aussi sur l'aide aux patientes pour la perte de poids. On a dans l'équipe le docteur Fulvia Mancini qui est aussi spécialisé en gynécologie endocrinologique et on a un endocrinologue qui est le docteur De Rocco. Et donc, si on pense que la patiente doit perdre du poids et optimiser son BMI, on va mettre en place une consultation. Aujourd'hui, heureusement, il y a aussi des traitements très efficaces, des nouvelles générations qui peuvent vraiment aider la patiente à perdre du poids rapidement parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi une question de temps. On ne peut pas attendre 1 an et demi pour venir à un poids idéal. Donc, nous, on est des spécialistes de la fertilité, mais on veut aussi accompagner les patientes à avoir un bon résultat avec un minimum de risques. Donc, pour répondre à la question, quelle est la limite? Nous, on pose la limite à 30 de BMI. Mais évidemment, on va étudier cas par cas parce qu'on doit mettre ensemble tous les variables, y inclut l'âge de la patiente, si elle peut se prendre le temps de perdre le poids, quelle est la rapidité avec laquelle on va aider la patiente à revenir à un poids plus favorable. Merci, docteur Moffa. Alors, j'ai une question pour Stéphanie. Je me lance dans une PMA solo, mais j'ai plein de doutes et de peurs. Est-ce que je vais en être capable? Est-ce que ça n'est pas égoïste? Comment faire avancer malgré tout ça? Comment faire quoi? OK. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que les commentaires en PMA solo sont également difficiles. C'est vrai qu'on a parfois effectivement des gens qui donnent leur opinion sur ça. La PMA solo, c'est pas une décision facile à faire parce qu'encore une fois, il y a un deuil à faire. Donc, en général,
Parfois, il y a des gens qui se lancent par choix, hein, mais souvent, en fait, il y a le deuil de la famille traditionnelle tel qu'on nous l'explique depuis qu'on est petit ou petite. Et il y a la société un peu qui nous impose des choses. Et du coup, ça vient avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en coaching. C'est-à-dire que en coaching, en fait, l'idée, c'est de vous aider à connecter avec vos ressources, avec votre désir de maternité déjà, et qu'est-ce que ça représente pour vous. Qu'est-ce que vous allez apporter à cet enfant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être maman? Et quelles sont les ressources que vous avez en tant que personne pour pouvoir gérer tout ça. Et par ressources, je veux dire vraiment ressources intérieures. Parfois, ça va être la patience, d'autres, ça va être la détermination, d'autres, ça va être la capacité à se faire accompagner, à demander de l'aide. D'autres, ça va être une capacité à puiser dans son corps, voilà, à avoir une certaine discipline. En fait, chacun a des ressources très, très différentes. Donc, comment faire pour avancer? Eh ben, en travaillant justement là-dessus, en identifiant ses ressources, en comprenant son envie de maternité et en se disant que c'est pas égoïste. En fait, avoir un enfant, c'est quelque chose de très... c'est naturel, on est des animaux, on est des êtres humains. Donc, il y a ça. Et peut-être, en fait, moi, je trouve qu'à l'origine, tout désir d'enfant a un côté un petit peu égoïste, parce qu'aucun enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Donc, on pourrait penser qu'il y a quelque chose d'assez égoïste. Et en réalité, c'est tout sauf de l'égoïsme, c'est de la générosité pure. Non, d'offrir la vie, de donner la vie et puis d'offrir un cadre à un enfant, etc. Donc oui, la PMA solo, c'est pas facile. Parfois, on a des gens qui vont venir nous mettre leur peur. Hein. Les gens qui nous font des commentaires désagréables, c'est aussi qu'ils nous projettent leur propre peur, en fait. Donc, il faut réussir à faire le tri entre nos propres peurs, les peurs des autres, et travailler sur soi-même et se renforcer et être consciente de toutes les ressources qu'on a et de tout ce qu'on va apporter à un enfant, d'amour, de présence, etc., etc. Merci Stéphanie. Alors, j'ai une question qui, je ne sais pas exactement si c'est pour le docteur Mouffa ou pour Stéphanie ou pour les deux. Est-ce que le manque de sommeil ou sommeil perturbé impacte sur les chances en PMA? Manque de sommeil à cause du stress mal géré. On s'occupe jusqu'à être tellement fatigué qu'on s'endort. Je laisse répondre Stéphanie. Alors, attends, moi, je pensais que c'était pour... La question est là. Ouais. Est-ce que le manque de sommeil ou sommeil perturbé impacte les chances en PMA? Est-ce que ça impacte les chances? Je pense que ça rejoint un peu la question du début auquel le docteur Mouffa a répondu. Et effectivement, le manque de sommeil, c'est un stress mal géré. Peut-être, effectivement, je pense que là, ça va être clé de trouver des choses. On est toutes différentes. Donc, je ne peux pas vous dire faites ci ou faites ça. Mais trouver des choses qui vous font du bien. Il y en a qui vont s'occuper jusqu'à s'endormir, effectivement. Mais il y a des petites choses, encore une fois, de l'activité physique douce, de la marche, marcher une demi-heure par jour, ça peut vous aider à décharger. La marche, ça a un côté physique, parce que, et je pense que le docteur Mouffa dira pas le contraire, il y a un côté physique, ça active la circulation sanguine, etc. Mais il y a un côté aussi un petit peu de déconnexion, un petit peu de méditatif, non, quand on marche, sauf si on a un podcast dans les oreilles, mais... donc bref, chacun doit trouver les choses en fait qui lui font du bien et qui l'aident à se détendre. Et il faut tester des choses. Et puis surtout, il faut mettre en place des routines. C'est ça qui est... En fait, si on fait une méditation de temps en temps ou de la cohérence cardiaque de temps en temps, ça va peut-être avoir un effet ponctuel. Mais par exemple, la cohérence cardiaque, si vous le faites tous les jours, 1 à 2 à 3 fois par jour, et ben en fait, vous allez voir des effets à assez moyen terme, pas pour court terme, mais à moyen terme, vous allez voir des effets sur le stress, sur la qualité du sommeil, etc. Et je pense que si vraiment le stress est aussi intense, effectivement, se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas rester seul en fait avec tout ça. Je trouve que c'est des protocoles qui sont difficiles et ce n'est pas parce que c'est intime qu'on n'a pas le droit d'aller chercher de l'aide à l'extérieur et qu'on devrait rester seul avec tout ça. Donc, je pense que c'est important de le dire. Après, si on a une inflammation de bas de gras, CRP ultrasensible élevé, est-ce que le protocole marche moins bien? CRP, donc comme test sanguin, une inflammation générale, normalement, on demande
pas de faire ce type de test comme dépistage. Je ne sais pas d'où ça vient, ce type de résultat, si c'est dans le cadre peut-être, si c'est des tests qu'un immunologue a demandé. Mais donc, parce que dans les échecs, par exemple, à répétition des transferts, nous, on fait des études, par exemple, sur l'immunité en général, donc sur l'activation ou pas du système immunitaire avec des anticorps, avec la recherche d'anticorps. Ou bien on fait des tests directement sur l'endomètre pour voir s'il y a un état inflammatoire de l'endomètre. Donc, je, l'indice de CRP, c'est un indice très aspécifique d'inflammation générale qui pourrait être aussi dû, je ne sais pas, une gastro. Donc, je ne sais pas si ce type de résultat est dans un cadre d'immunologie ou pas. Mais pour répondre peut-être en général sur l'inflammation et l'immunité, c'est clair qu'on regarde de plus en plus ce côté-là. Et aussi dans l'équipe, on a un immunologue qui est justement la personne qui peut voir les résultats, mettre ensemble avec la clinique pour dire si c'est nécessaire, donner carrément un traitement. Parfois, on arrive à donner des traitements immunomodulateurs avec, par exemple, des corticoïdes, des anticoagulants ou vraiment des immunomodulateurs déjà directement pour contrôler le système immunitaire. Merci, docteur Moffat. Alors, j'ai une nouvelle question pour Stéphanie. Je suis en PMA depuis 3 ans en France. J'ai déjà fait 2 filles et 5 transferts et pour le moment, aucune accroche. Je pense partir en Espagne pour la suite, mais je me sens découragée. J'ai l'impression que ça ne marchera jamais. Je n'arrive plus à y croire et à me projeter. Et je culpabilise parce que je me dis que si je ne suis pas un peu plus positif, ça ne marchera jamais. Est-ce que cet état d'esprit peut nuire aux probabilités des réussites et comment faire pour être plus sereine et confiante? Bah, encore une fois, est-ce que ça peut nuire? Je pense on a déjà répondu. Comment faire pour être plus sereine et confiante, si c'est ça la question? Déjà, je voudrais dire que c'est quelque chose qui est très commun, en fait. On est toujours très partagé, non? Quand on est en PMA, en général, on a eu des difficultés, parfois des années d'essais naturels, des échecs, et cetera. Et en fait, c'est un phénomène ultra naturel de se protéger. Non, de se protéger d'un possible échec en se disant: «Ben non, mais de toute façon, ça va pas marcher», et cetera. On a l'impression que si on se protège en étant négative ou pessimiste comme ça, en fait, la chute sera moins dure et moins difficile. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, si jamais il doit y avoir un résultat négatif, c'est difficile, c'est douloureux, il y aura un deuil à faire. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est de réussir à rester positive parce que parce que en fait, si on est négatif comme ça, en fait, le risque, c'est de souffrir 2 fois. Si on se prépare à un échec, soit il y a un échec et dans ces cas-là, on souffre 2 fois, soit il n'y a pas d'échec et en fait, on a souffert pour rien. Donc c'est déjà prendre un peu de distance par rapport à ça et de se dire: «J'ai le droit de m'autoriser. Donc j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être négative, j'ai le droit d'avoir peur». Et c'est encore une fois, je dis pas qu'il faut nier les émotions négatives, je suis pas dans la psychologie positive à tout prix. Il faut s'écouter et il faut leur laisser la place à ces émotions-là, mais il faut aussi réussir à s'autoriser de temps en temps à se dire: «Bah, après tout, ça marche en fait, la PMA, ça peut marcher aussi pour moi». Et si les docteurs, moi ce que je dis toujours, c'est que si le docteur y croit, bah, c'est la meilleure personne, non, qui est le meilleur indicateur en fait. Si les médecins, sont positifs, et y croient et ben, en fait, c'est le meilleur indicateur. Donc comment faire? C'est difficile encore une fois d'être ultra positif parce qu'il y a des doutes, il y a des peurs. Il faut accueillir toutes les émotions qu'il y a et il faut aussi accueillir l'espoir et la joie quand ils arrivent et surtout pas en dire: «Non, non, il faut surtout que je me protège de ça». En fait, c'est ça l'idée, c'est de ne pas essayer de se protéger, à tout prix. Et puis mettre en place tout ce dont j'ai parlé, un petit peu avant, non, pour être, plus sereine. Merci Stéphanie. Alors, existe-t-il un moyen de limiter une grossesse
Attends. Ectopique dans le cadre d'un transfert d'embryon congelé ou non. Je viens de vivre celle-là et c'est assez difficile de voir les bêtas diminuer. Je crois que c'est pour le Donc, docteur Morin. quand on réalise un transfert d'embryon, évidemment, avec le cathéter, nous, les médecins, on dépose l'embryon à l'intérieur de la cavité. Mais c'est vrai aussi que parfois, les embryons, parce qu'ils bougent, on ne va pas les implanter, on va les déposer, on va les transférer, et puis l'implantation de l'embryon, elle arrive d'une manière naturelle, hein. Et donc, dans le naturel, il y a aussi parfois que l'embryon, en bougeant, il va peut-être revenir. Normalement, le plupart des grossesses ectopiques sont dans la trompe, hein, même si on ne le voit pas, parce que si, et la plupart des fois, ça se réabsorbe toute seule, hein. Si les bêta-CG ne montent pas beaucoup, normalement, une grossesse extra-utérine, ça impose juste un suivi pour voir si ça revient dans à des résultats des bêta négatifs tout seul. Si ce n'est pas le cas, il y a, disons, deux manières de limiter ça. Une, c'est par médicament, hein. Il y a un médicament à un moment donné qu'on peut donner pour, disons, arrêter le développement de l'embryon qui ne s'est pas implanté au bon endroit. Ou bien, dans un autre cas, surtout si l'évolution de la grossesse est déjà plus avancée, on va opérer par célioscopie. Mais donc, éviter que l'embryon puisse s'implanter au mauvais endroit, ça c'est impossible. Du coup, c'est statistiquement, on sait que dans la PMA existe toujours cette petite possibilité. Normalement, on estime ça inférieur à 5%, mais voilà, on ne peut pas l'éviter tout court. Merci, docteur Moffat. J'ai une question pour Stéphanie. Donc, je ne supporte plus voir de femmes enceintes et chaque annonce de grossesse est comme un coup de couteau. Je culpabilise de ressentir tout ça et je me sens nulle de ne pas me réjouir pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger sans risquer de perdre mes amis? Voilà, ça, c'est les phrases dont j'en parlais tout à l'heure. Je me sens nulle de ne pas me réjouir pour les autres. Et la culpabilité, elle est toujours extrêmement présente. Il faut savoir que quand on est... C'est pas parce que vous vous réjouissez pas pour les autres, en fait. C'est pas parce que vous n'êtes pas heureuse pour votre amie, votre soeur, votre cousine ou je ne sais quoi qui est tombée enceinte. C'est qu'en fait, son résultat positif fait écho à nous, nos difficultés, à nous, nos échecs, nos déceptions, etc. Donc, en fait, c'est humain. C'est pas forcément de la jalousie et c'est pas forcément qu'on ne se réjouit pas pour l'autre. Mais nous, ça nous ramène à nos difficultés et à notre douleur, etc. Donc, comment faire pour avancer sans perdre les copines, c'est ça. Moi, je crois que c'est important de se protéger parfois de certaines situations. Donc, je ne sais pas, si vous êtes invité à une baby shower, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment d'y aller. Et je pense que si vous expliquez à la personne ce qui vous arrive et pourquoi c'est difficile pour vous, eh ben, je pense que si on explique les choses avec sincérité et encore une fois, qu'on explique ce qu'on ressent, eh ben, c'est plus facile pour les autres de comprendre et on ne va pas forcément perdre une copine. Et ensuite, les annonces de grossesse, je pense qu'il y a aussi une certaine manière de s'en protéger en expliquant aux gens, par exemple, ne m'annoncez pas votre grossesse à un dîner avec 10 personnes autour. Non, si vous savez que j'ai du mal, que je suis en protocole PMA, eh ben, si jamais vous avez une grossesse à m'annoncer, surtout annoncez-la moi, faites pas comme si de rien n'était. Non, parce que ça, c'est douloureux aussi, les gens qui veulent à tout prix nous protéger et qui du coup nous disent rien. Mais peut-être voilà, demander que s'il y a des choses de ce style-là, que ça soit fait avec plus de délicatesse, peut-être en one-to-one, peut-être par WhatsApp pour nous laisser le temps de digérer, plutôt qu'en direct au téléphone ou en se voyant. Donc voilà, donc je pense que c'est pas toujours facile d'en parler, mais expliquer aux autres ce qu'on ressent et peut-être ce qu'on attend d'eux, et ça marche pour les annonces de grossesse et puis pour tous les commentaires négatifs dont on parlait aussi tout à l'heure. Si on arrive à verbaliser ce qu'on attend des autres et de la manière dont ils peuvent nous soutenir dans cette période-là,
et ben, en fait, on leur rend un service parce qu'ils ne savent pas forcément quoi faire et comment nous soutenir. Et en plus, nous, on se protège d'une certaine manière. Mais encore une fois, il faut s'écouter aussi, hein. Si c'est trop dur d'aller à un baptême, une baby shower ou je ne sais quoi, c'est pas égoïste de ne pas y aller. Et si la personne le prend mal, bon, ben, on essaie d'expliquer au maximum. Merci beaucoup. Je voulais remercier à toutes les participantes et participants à ce webinaire. Un grand merci à Stéphanie Tout-le-Monde et au Dr Frédéric Amofa pour leur partage aussi précieux et si concret. Et voilà, on sait combien le parcours de PMA peut être éprouvant. Alors, si ce webinaire a pu vous apporter un peu de réconfort, des outils ou simplement le sentiment de ne pas être seul, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc, n'hésitez pas de nous écrire, de contacter Stéphanie, de nous contacter nous-mêmes si vous souhaitez avoir plus d'informations, de profiter de cette séance gratuite, première séance gratuite avec Stéphanie et de continuer avec elle. Et si vous souhaitez demander un premier rendez-vous avec nous, n'hésitez pas de contacter la france@fertila.org. Et voilà, je vous remercie. Merci Esther, et merci à tout le monde. Et surtout, oui, comme il y avait encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser, à nous contacter, etc. C'est important de ne pas rester seul. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, à Fertila. Merci à vous. Et bon courage à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.